Bien, bon, bonjour à tous, bonsoir à tous pour ce nouveau webinaire du CNCH. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Marie-Jean de l'HEGP qui va nous accompagner dans un sujet alors, qui paraît vaste, l'accompagnement de patients insuffisants cardiaques en France, mais vous allez voir qu'il va aller sur des choses plus spécifiques. Son raccord d'ailleurs avec eh bien, la société Zoll qui nous accompagne ce soir. Et puis avant même que le professeur Marie-Jean nous débute cette présentation, je voudrais dire un petit mot et cette présentation malheureusement est raccord avec un événement récent qui s'est passé et je veux parler de la disparition du professeur Collet. Je pense que ce soir, on pense tous très fortement à lui et à sa famille. Et voilà, ce petit aparté étant terminé, Éloi, je te laisse la parole. Bonne présentation et des questions, bien sûr, à la fin, comme d'habitude. Merci Jean-Michel. Merci au CNCH de m'inviter à discuter donc de l'accompagnement des patients insuffisants cardiaques en France. Et en effet, une pensée à la famille de Jean-Philippe Collet. Clairement, un départ brusque, dramatique. Merci à Zol donc pour soutenir ce webinaire. Euh, Vous allez voir la présentation. C'est une présentation simple qui va simplement ouvrir, je pense, la discussion. Vous avez en tête qu'on a quand même des documents de recommandations dont on peut se servir. C'est les recommandations sur les cardiomyopathies publiées par l'European Society of Cardiology en 2023. On a les recos de l'ESC sur la mort subite en 2022. Et nous avons les recos sur l'insuffisance cardiaque de l'ESC de 2021. Donc, c'est les trois documents qui sont un petit peu en lien avec la discussion de ce soir. Alors, je commence par des chiffres. Alors, je ne vais pas faire le malin parce qu'honnêtement, vous auriez pu me poser la même question hier. J'aurais dû vraiment réfléchir. Je vous les ai mis en devinette. C'est une diapo d'Anne-Céline Martin. Anne-Céline Martin coordonne notre unité d'insuffisance cardiaque sévère, UMIX, à Pompidou. Et donc, je vais piquer cette diapo hier. Donc voilà, quel est le pourcentage, donc parmi les patients atteints d'insuffisance cardiaque, quel est le pourcentage qui vont décéder dans les 5 ans qui suivent? Première question que je vous pose. Ben, vous voyez, c'est 50%. D'accord? 50% des patients atteints d'insuffisance cardiaque vont décéder dans les 5 années qui suivent le diagnostic. Si vous regardez les nombres, le nombre d'admissions imprévues à l'hôpital, le nombre d'admissions imprévues, hein, donc via les urgences à l'hôpital, eh ben, c'est 200 000 hospitalisations par an. À l'échelle, donc sur la population française, hein, là c'est vraiment en 2021, on a 1,5 million de personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Donc un petit peu d'euros et de dollars, donc ça représente quand même un budget au total, hein, si on prend tous les frais directs et indirects liés à l'insuffisance cardiaque de 1,5 milliard d'euros par an, qui sont dépensés chaque année en frais d'hospitalisation. Donc c'est plutôt en lien direct, hein, là, excusez-moi. Donc, il y a plus de décès par insuffisance cardiaque que de cancer. Et au total, donc, si vous regardez globalement à travers le monde, 40 millions de personnes sont touchées. Donc, ça, c'est quelques chiffres. Je pense que c'est bien de les rappeler pour comprendre que c'est un problème de santé publique. Attention, on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse et à fraction d'éjection conservée. Et puis là, à partir de maintenant, je vais plutôt me concentrer sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée. Alors, les deux pronostics, vous les connaissez. Il y a un pronostic, on va dire, péjoratif, mais progressif, c'est-à-dire c'est vraiment la mécanique qui va se détériorer au fur et à mesure du temps. C'est l'insuffisance cardiaque progressive et le décès par insuffisance cardiaque progressif. Et puis, il y a le décès imprévu, rythmologique, complication électrique de l'insuffisance cardiaque, qui est la mort subite d'origine cardiaque, principalement par fibrillation ventriculaire. Mais n'oubliez pas hein, qu'on a quand même une petite partie des morts subites cardiaques qui sont donc inaugurées par de la bradycardie. Hein. Globalement, 20% des morts subites cardiaques ne sont pas des troubles du rythme ventriculaire, mais sont bien liés à de la bradycardie initiale. Et puis, vous avez le troisième mode de mort subite cardiaque, hein, de mode électrophysiologique, c'est la dissociation électromécanique chez les patients les plus graves.
Alors, je voudrais commencer en vous disant qu'il y a, on va dire, il y a 20 ans, l'insuffisance cardiaque était un diagnostic quasiment. Ensuite, je dirais qu'il y a 10 ans, la cardiomyopathie dilatée était un diagnostic. Et je dirais que maintenant, en 2023, même même le nom de cardiomyopathie dilatée n'est plus un diagnostic, hein, parce que maintenant, on veut savoir de quoi on parle, de quel type de cardiomyopathie dilatée on parle. Et donc, je veux dire par là que dans le diagnostic, la génétique, l'imagerie a beaucoup aidé à mieux classer les différents phénotypes au sein de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Euh, euh, et de la même façon, au-delà du diagnostic, eh bien, en termes de pronostic et notamment de risque de mort subite, pour la première fois, les recommandations européennes en 2022 ont proposé une stratification du risque qui va au-delà de la simple fraction d'éjection, puisqu'on a bien vu que l'imagerie par résonance magnétique maintenant joue un rôle clé en termes de stratification du risque de mort subite, que ça soit dans la cardiomyopathie dilatée, dans la cardiopathie ischémique, dans la cardiopathie hypertrophique. La génétique joue un rôle important dans la cardiomyopathie non ischémique, hein. Et puis, on commence maintenant à réfléchir à des marqueurs électrophysiologiques, non invasifs ou invasifs, qui nous permettraient de mieux préciser la stratification du risque dans cette pathologie. Encore une petite diapo que je trouve importante, c'est vraiment très simple, un peu niveau externe, je suis d'accord, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde de se redire que l'insuffisance cardiaque n'est pas avant tout une maladie mécanique ou électrique, c'est avant tout une maladie neuro-hormonale. Je crois que c'est important de le présenter comme ça parce que indirectement, ça montre l'importance du traitement pharmacologique et que l'on doit vraiment mettre au premier plan. Et le traitement électrique, oui, on peut avoir une pathologie électrique, on peut avoir une désynchronisation qui va peut-être donc bénéficier d'une stimulation biventriculaire. On a donc un réseau électrique un petit peu irritable qui peut donner des morts subites et on peut donc proposer certains défibrillateurs en prévention primaire. Mais avant tout, n'oublions pas que la maladie est une maladie neuro-hormonale qui va bénéficier donc d'une prise en charge très globale pharmacologique. Et d'ailleurs, quand on regarde l'incidence annuelle de mort subite parmi les patients insuffisants cardiaques, au fur et à mesure du temps, au cours des 20 dernières années, un papier qui date un petit peu mais qui est extrêmement intéressant, on voit bien que l'incidence diminue et que si on était amené à refaire les essais contrôlés randomisés de type MADIT, MADIT 1, MADIT 2, avec des traitements pharmacologiques euh, contemporains, hein, que l'on utilise actuellement, on n'aurait peut-être même pas, on démontrerait peut-être même pas l'intérêt du défibrillateur dans cette population. Donc, tout a changé, et que donc, il y a un message global à garder en tête, c'est qu'il va falloir, avant toute chose, optimiser le traitement pharmacologique. Et vous connaissez probablement mieux que moi les quatre piliers de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque pour diminuer la mortalité, que ce soit des IEC ou de l'Entresto, l'intérêt des bêta-bloquants, l'intérêt des antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes et des glyphosines. Donc ça, maintenant, on a ces quatre piliers que l'on introduit en un temps, on va dire, en un temps court, ensemble, pour aider à améliorer le pronostic des patients. Cette prise en charge pharmacologique basée sur ces quatre piliers doit être associée, bien entendu, à la prise en charge spécifique de la cardiopathie et du substrat sous-jacent, qu'il soit ischémique ou non ischémique, d'accord? Et dans certains cas, notamment quand le QRS est très large et qu'il ressemble à un bloc de branche gauche typique, eh bien dans ces cas-là, on peut espérer que quand la fraction d'éjection est à moins de 35%, on ait un véritable gain à la stimulation biventriculaire. Mais tout ça pour vous dire que dans ces recommandations européennes de 2022 sur la mort subite, pour la première fois apparaissait vraiment que
le plus gros traitement antiarythmique, c'est en fait un traitement pharmacologique non antiarythmique. Hein, c'est le traitement non antiarythmique qui va jouer sur le substrat, qui aura le plus d'impact sur le pronostic antiarythmique. Mais en fait, où est-ce que je veux en venir en disant tout ça? C'est de vous dire que quand on introduit un traitement pharmacologique, il faut se donner le temps d'évaluer son efficacité. Et ça, maintenant, c'est vraiment clair. Et vous voyez, c'est une classe niveau 1. Il faut véritablement avoir au minimum, c'est minimum, 3 mois de traitement optimal avant de prendre la décision d'implanter notamment un défibrillateur, que ce soit dans la cardiomyopathie dilatée non ischémique ou dans la cardiopathie ischémique post-infarctus. Et donc, si indirectement on insiste sur l'importance de donner la chance au traitement pharmacologique d'être efficace, on va avoir une période un petit peu curieuse, transitoire, où le patient finalement va être quand même à véritable risque de mort subite, ne bénéficiant pas encore des stratégies pharmacologiques que l'on introduit et qui vont peut-être être extrêmement efficaces. Et dans ce contexte, ben, on a bien montré hein, par différents essais contrôlés randomisés que d'implanter un défibrillateur implantable permanent ne va pas régler le problème de ce risque de mort subite transitoire, puisque dans un certain nombre de cas, on va le voir, le risque n'est que transitoire. Et dans ce cadre-là, donc la LiveVest ou le gilet défibrillant a été donc un nouvel outil dans l'arsenal thérapeutique que l'on propose aux patients pour les protéger de la mort subite. Et donc, on avait donc pu avoir une évaluation française hein, de ce dispositif en utilisant les anciens critères de l'HAS, c'est-à-dire globalement, on utilisait les fractions d'éjection inférieures à 30%, alors que maintenant, c'est des fractions d'éjection à moins de 35% pour être éligible à la LiveVest. Euh, Tous ces patients avaient été inclus depuis mars 2015. Il y avait une partie un petit peu d'inclusion rétrospective, et puis entre 2017 à 2018, c'était une inclusion prospective. Les patients ont été inclus. Donc les critères de remboursement de la LiveVest, c'est surtout la maladie coronaire, hein, quand la fraction d'éjection était à moins de 30%. Actuellement, c'est passé à moins de 35%, que ce soit en post-infarctus ou en post-angioplastie. Et puis il y a aussi deux autres familles de remboursement qui sont plus rares, hein, comme vous pouvez le voir. C'est les patients qui sont en attente de transplantation cardiaque et les patients chez qui on a extrait le défibrillateur pour une raison ou une autre, notamment pour des raisons infectieuses. Et bien, on a réussi quand même à avoir plus de 1000 patients, 1157 patients. Et vous voyez que le registre Wery de France, globalement, était un des 4 gros registres internationaux. On avait un gros registre nord-américain, un registre allemand et puis un registre suisse. Vous voyez que globalement, ben, les patients ont environ 60 ans. Il y a 2 tiers d'hommes, un peu plus que 3 quarts d'hommes, pardon. Et la fraction d'éjection, globalement, était de 25-30%. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand vous regardez les critères d'inclusion de Wery de France par rapport aux autres, ben vous voyez que le camembert, les couleurs du camembert sont très différentes, puisque nous n'avons pas de bleu. Et le bleu, c'est quoi? C'est les cardiomyopathies non ischémiques. Oui, effectivement, en France, il n'y a pas encore de remboursement pour la prise en charge de la cardiomyopathie non ischémique. Et pourtant, on aimerait bien, quand on découvre une cardiomyopathie non ischémique et qu'on introduit un traitement, on aimerait bien pouvoir protéger le patient le temps d'attendre que le traitement pharmacologique puisse faire effet. Euh, voilà, donc il n'y a pas de critère de remboursement stricto sensu, sauf si le patient est tellement grave qu'à ce moment-là, vous le dites, vous l'inscrivez un petit peu en disant il a un pronostic tellement grave qu'on l'inscrit un peu dans un projet de greffe à moyen terme et que dans ce cadre-là, vous puissiez prescrire la lèvre veste et que ça soit pris en charge. De façon très intéressante, c'est quel que soit le registre, bah, vous voyez que les messages clés des résultats sont extrêmement similaires, quelle que soit la population. Donc, indirectement, je veux dire que notre camembert n'ait pas de bleu, n'ait pas de non ischémique, ben, n'empêche que nos résultats et notre outcome à un mois étaient exactement les mêmes qui ont inclus du non ischémique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, le non ischémique devrait bénéficier un petit peu autant qu'une population ischémique. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit qu'au bout de
au bout de 4 à 8 semaines après le port d'une live vest, quand on revoit un petit peu la fraction d'éjection, eh bien, il y en a globalement la moitié des patients qui sortent des critères d'implantation du défibrillateur, c'est-à-dire qui ont vraiment une amélioration très nette de la fraction d'éjection. On voit quoi? Deuxième message, c'est que 1 à 2% des patients ont reçu un choc approprié par la live vest au cours de cette période-là. Et troisième message, oui, c'est que les chocs inappropriés sont extrêmement peu fréquents. C'était pas donné d'avance, puisque quand même, la Live vous avez des interfaces, une interface avec des électrodes externes qui sont beaucoup plus sujettes à avoir des artefacts extérieurs. Et eh bien, c'est parce que le patient est véritablement proactif dans sa propre prise en charge que l'on a en fait un taux de thérapie inappropriée extrêmement faible. En effet, quand la LiveS, quand le gilet défibrillant détecte une arythmie ventriculaire, il se met à sonner. Et si le patient se sent parfaitement bien, il va appuyer sur le bouton de sa batterie pour annuler le choc électrique. Si par contre le patient perd connaissance, eh bien, il sera choqué. D'accord? Avec donc maximum de 5 chocs. De 5 chocs. Euh, L'adhérence à la Live Vest, en tout cas en France, bon, c'était une diapo qui date un peu, j'avais fait une petite blague sur les gilets jaunes, mais en tout cas, on a une adhérence qui est extrêmement élevée. Hein. Quand vous prescrivez la Live Vest, eh bien, les patients portent la Live Vest. Et ça, c'est une grosse différence par rapport, par exemple, au seul essai contrôlé randomisé, VEST, qui a évalué la Live Vest dans la cardiopathie ischémique post-infarctus. Eh bien, on avait un port moyen de la veste d'environ, je crois, 16 heures par jour. Rien à voir avec les 23,4 heures que l'on a et que l'on observe en France. Alors, à quoi est due cette observance? C'est pas l'esprit français particulièrement. Je pense que c'est simplement qu'en France, quand vous prescrivez une LiveS sur une simple ordonnance, grosso modo, c'est 100 euros par jour. Vous prescrivez la LiveS, mais vous prescrivez aussi tout ce qu'il y a autour. Vous prescrivez le technicien qui vient remettre la LiveS, qui vient passer 1 heure avec le patient pour expliquer comment ça marche, comment il faut la porter. Et puis, vous payez aussi pour un suivi à distance de la LiveS. Hein. Il y a tout un suivi de télécardiologie de Zoll qui permettent donc de suivre à distance les patients. Et vous voyez bien sur cette diapositive à gauche qu'on est même capable d'évaluer exactement quand est-ce que le patient prend une douche ou ne prend pas de douche. Hein, on peut très bien voir là que, effectivement, le 21 et le 22 novembre, le patient, semble-t-il, n'a pas pris de douche pendant 2 jours d'affilée. Donc, c'est pour vous donner que ce télésuivi est extrêmement important. C'est extrêmement important et c'est ce que je veux vous mettre là. En fait, quand on prescrit un gilet défibrillant, on prescrit l'outil, le gilet, mais on prescrit l'organisation de soins qui va avec le gilet. Et cette organisation de soins est extrêmement importante. On a essayé de comprendre pourquoi l'organisation de soins est si importante, mais par exemple, voilà, on est capable de détecter des profils de patients insuffisants cardiaques qui vont par exemple avoir une augmentation de la fréquence cardiaque nocturne et qui va être donc prédictif d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans les jours qui suivent. Et donc, c'est très intéressant de comprendre que dans la LiveVest, il y a véritablement un effet indirect. C'est-à-dire que si vous comparez toutes les études observationnelles qui comparent les groupes avec LiveVest par rapport aux groupes sans LiveVest, il y a des différences de mortalité dans les mois qui suivent d'environ 10%. Or, je vous ai dit que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a 1 à 2% de thérapie appropriée. Donc, vous voyez bien qu'il y a une discordance une disproportion entre le gain en termes de mortalité totale, qui est très important, par rapport aux thérapies appropriées pendant la même période. Donc, porter une live vest, même si elle ne choque pas, ça semble être associé à un meilleur pronostic. Et encore une fois, cet effet indirect de la live vest est vraiment, véritablement lié au suivi continu associé. Et bon, et donc on peut faire le lien, et puis ça va être mes dernières diapositives, on fait le lien avec l'importance du suivi des patients porteurs de défibrillateurs, des patients porteurs d'un pacemaker. Et d'ailleurs, ce suivi en continu peut être maintenant assuré par des infirmiers qui sont inscrits dans un protocole de coopération. Ça, c'est extrêmement important. Et on a, nous, chez nous,
Julien Beau, qui coordonne tout le programme de coopération paramédicale, euh, mais également la télésurveillance des insuffisances cardiaques, euh, pas forcément associée à la surveillance d'un défibrillateur, qui est donc la télésurveillance d'insuffisance cardiaque clinique par les infirmiers également, que ce soit des infirmiers spécialisés d'insuffisance cardiaque ou des IPA. Donc au total, avec toute l'expérience observationnelle et l'essai contrôlé randomisé VEST, on a quand même un positionnement du gilet défibrillant qui s'est amélioré dans le temps. Et vous voyez que on peut donc proposer un gilet défibrillant à toute situation de risque de mort subite transitoire. On peut, c'est-à-dire c'est une recommandation de classe 2B. Et le niveau de preuve, vous voyez bien, est passé d'un niveau de preuve C à un niveau de preuve B. Et donc, pour illustrer l'importance de cette surveillance, eh bien, ces deux faits qui, je trouve, sont assez illustratifs, c'est regarder, en général, entre l'aggravation des symptômes et la consultation, eh bien, il se passe 14 jours. Hein, 14 jours. Donc, vraiment, il y a un temps de latence que l'on pourrait couper. Et quand vous regardez les patients qui sont hospitalisés pour insuffisance cardiaque, ben, vous voyez que dans les jours qui précèdent, eh bien, on a une opportunité d'agir. Donc, au total, je vous dirais que, mais ça vous le connaissez bien, que c'est un problème de santé publique, mais je pense que c'est vraiment intéressant de se dire que c'est avant tout une maladie neuro-hormonale, avant qu'elle soit véritablement purement mécanique, purement électrique, que le rôle du traitement pharmacologique et de la réadaptation cardiaque, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment le cinquième pilier, quoi, hein, aussi puissant que n'importe quel traitement pharmacologique. Réadaptation cardiaque, traitement pharmacologique, c'est vraiment maintenant, il faut le laisser agir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace avant d'implanter quoi que ce soit un biventriculaire ou un défibrillateur. Mais en faisant ça, on a bien une période de risque transitoire qu'il faut respecter sans pour autant prendre de risques. Et donc là, il y a un rôle au gilet défibrillant. Et enfin, bah, j'espère que je vous ai illustré un petit peu l'importance de la télésurveillance clinique et technique. Ce que j'appelle technique, c'est la télésurveillance rythmologique des porteurs de défibrillateurs ou de stimulateurs. Et là-dedans, il y a un rôle majeur de la filière paramédicale. Je vous remercie de votre attention. Voilà, Bien, Jean-Michel, j'espère que merci. je suis dans les temps. Oui, oui, non, c'était parfait. Donc, très intéressante comme présentation. Tu as bien mis effectivement en avant le fait que bon, on connaît cette période vulnérable où on est susceptible d'avoir une aggravation de son insuffisance cardiaque congestive dans les 3 mois qui suivent l'hospitalisation. Et puis là, on touche un peu plus c'est une autre période vulnérable qui est une période vulnérable rythmologique cette fois-ci. Avant que les questions apparaissent. Moi, j'avais deux petites questions très courtes. Puisqu'on parle de l'IVEST, est-ce qu'on peut le prescrire un cardiologue de ville à son cabinet qui a un patient qui correspond à l'indication? Est-ce qu'il peut le prescrire au cabinet de ville ou pas? Alors, il doit être affilié. Normalement, comme les patients avec la LiveVest rentrent dans un programme de télésurveillance de prothèse rythmologique un petit peu, normalement, l'ordonnance doit émaner d'un centre de défibrillation. D'accord? D'accord. Donc voilà. Ensuite, il y a des partenariats qui peuvent se faire entre certains centres ou certains cabinets où tu prescris sur une ordonnance 100% ta LiveS, mais voilà, t'es affilié quand même à un qui a un D'accord. programme de surveillance, de télésuivi de Donc, défibrillateurs. Ouais. tout à fait. Donc, d'où l'importance pour un cardiologue de ville de bien avoir un correspondant hospitalier sur une filière où on Tout à met des fait. défibrillateurs, pour pouvoir tout de suite réagir, adresser et finalement protéger le patient. Je regarde en même temps les questions. Alors, autre question que j'avais en tête. On voit bien qu'il y a une grosse partie des patients où c'est plutôt de l'insuffisance cardiaque, alors de la dysfonction ventriculaire gauche post-infarctus, et on sait la labilité finalement de l'évaluation de la fraction d'éjection à ce moment-là. C'est quoi le bon moment pour évaluer la FEVG? C'est à l'arrivée, c'est en fin, c'est quand pour toi? Bah, globalement, c'est sûr que la variation de la fraction d'éjection en post-infarctus, hein, notamment, est importante. Donc, on dit bien de d'évaluer la fraction d'éjection à 48 heures et 4 à 8 semaines après.
4 à 8 semaines après. C'est sur la fraction d'éjection à 48 heures qu'on va prendre l'indication ou non de mise en place de l'IVEST. Nous, c'est-à-dire que chez nous, par exemple, et dans de nombreux hôpitaux, la LiveVest est prescrite donc à l'USIC, puisqu'on est bien sur une fraction d'éjection à 48 heures, donc si tu prends un post-infarctus antérieur, et quand il passe en salle d'hospitalisation pour passer 48 heures avant de sortir ou avant de rejoindre un programme de réadaptation cardiaque, ils ont déjà la LiveS quand ils passent en salle. Et nous, on a eu deux patients, hein, sur les 5 dernières années, on a eu deux patients qui ont été sauvés par la LiveS 3 et 4 jours respectivement après leur infarctus du myocarde. Et je ne suis pas certain qu'ils auraient été sauvés s'ils n'avaient pas eu la LiveS, même en étant hospitalisés et télémétrés, hein, parce que c'est des salles d'hospitalisation assez lourdes et tout arrêt intra-hospitalier n'est pas récupéré dans ce contexte. Donc, ouais, l'évaluation à 48 heures est clé. Et comme tu le dis, ben, le risque, parce qu'il y a une question qui parle un peu du risque en post-infarctus par rapport à la cardiopathie ischémique stable. C'est sûr que le post-infarctus, on a un risque extrêmement élevé les premières semaines, extrêmement élevé, hein, 3-4 fois plus élevé que le risque que l'on observe lors d'une cardiopathie ischémique stable. Hein. Cardiopathie ischémique stable, Mhm. grosso modo, c'est du 0,5 à 1% annuel. C'est grosso modo 1% annuel. En post-infarctus, on a un risque de mort subite de 2-3%. Ok. Alors une question là qui vient d'arriver, donc je te la lis telle qu'elle est, hein. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les classes médicamenteuses qui ont démontré un impact validé sur la mort subite? Hein. Sur la mort subite, je dirais que les premiers, que ce soit IEC, ARA2, Entresto, bêta-bloquant, diminuent véritablement la mortalité et diminuent le composant subit de la mortalité. Hein. De la Ouais. dysfonction ventriculaire gauche, attention, hein, on n'est pas dans le post-infarctus, hein, de la dysfonction ventriculaire gauche. Euh, donc, globalement, tous les médicaments associés à une réduction de la mortalité totale ont eu un impact significatif sur les deux composants de la mortalité totale principaux, c'est-à-dire sur l'insuffisance cardiaque progressive et aussi sur la mortalité subite. D'accord? En post-infarctus, c'est plus complexe, hein, parce que en post-infarctus, oui, on a un risque de mort subite qui est extrêmement élevé, mais il faut aussi avouer que toute la mortalité subite post-infarctus n'est pas forcément rythmique. Hein, on a des complications mécaniques qui ont été bien démontrées sur les séries autopsiques. Alors une autre question, que je comprenne bien la question. Oui, pourquoi finalement, oui, ça fait référence en fait à la première diapo sur les 50% de décès à 5 ans dans l'insuffisance cardiaque. Et finalement, pourquoi est-ce qu'il persiste ces 50% de décès malgré le traitement bien suivi? Alors, malgré le traitement bien suivi, d'ailleurs, c'est peut-être une question en soi. Euh, Mais pourquoi est-ce qu'il persiste 50% de décès au bout de 5 ans? C'est vrai que ça Alors, paraît fou. non, le fait que le pronostic reste extrêmement sévère, ça c'est un fait. Le fait que le pronostic s'améliore dans le temps ces dernières années, ça c'est aussi une observation, hein, que l'on peut faire. Euh, là où, là où il y a probablement des gains quelque chose à gagner, c'est, bah, comme tu dis, hein, c'est l'observance thérapeutique, c'est la dose maximale tolérée, c'est la prise en charge du substrat sous-jacent, c'est la prise en charge globale de l'ensemble du patient autour de l'insuffisance cardiaque. Ben voilà, ça c'est une prise en charge vraiment multidisciplinaire autour de l'insuffisance cardiaque. Euh, Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est aussi l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection peu altérée, hein, globalement, où là, malheureusement, on est quand même moins efficace. Moins efficace, et on sait que le pronostic est quand même pas bon du tout. Et quand on prend les, les statistiques globales d'insuffisance cardiaque, on prend les deux familles. Hein. Tout à fait. Et puis, je rajouterais même, et on va approcher de la fin d'ailleurs des 30 minutes de cette présentation, je rajouterais même qu'il faut jamais oublier la moyenne d'âge de l'insuffisance cardiaque en France, hein, et on est sur une moyenne d'âge qui a 79 ans.
Et ben, bien entendu, il y a forcément un moment où on meurt. Ça fait partie de la vie. C'est une étape essentielle. Et donc à 79 ans, si on rajoute 5 ans en moyenne, forcément, pas nécessairement d'assurance cardiaque, mais il va y avoir des décès. On peut pas éviter tous les décès. Ça n'est pas possible. Ouais, Eh bien, on c'est arrive à vrai. la fin de cette présentation. Je ne sais pas si tu souhaites donner une dernière information brûlante. Non, non, écoute, on finit sur ta dernière remarque qui est tout à fait vraie. C'est vrai qu'on a une population âgée, donc on va pas faire non plus des miracles. On peut mieux faire, ça c'est certain. On peut mieux s'organiser. Encore une fois, le message aussi, hein, c'est donner du rôle à tout le monde paramédical, hein, parce que je pense que ils font un boulot extrêmement intéressant, valorisant, extrêmement utile. Donc ça, c'est une direction à laquelle je tiens beaucoup. Mais en tout cas, merci pour cette invitation et cette discussion. Eh bien, merci. C'est le moment pour nous de nous quitter et n'oubliez pas les prochains webinaires du CNCH qui sont toujours passionnants comme celui-ci. Merci à tous et au revoir. Merci Jean-Michel.